merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui. Donc, je suis ravie de vous parler de ce sujet qui est un peu expérimental pour moi. En fait, ce sont des recherches assez récentes sur les femmes de la série noire. Effectivement, je vais vous parler des autrices. Alors, je dis autrices, hein, je vous préviens, je vais le dire souvent. Sur les autrices qui ont été publiées à l'époque de Marcel Duhamel, mais aussi je vais vous parler des collaboratrices de Marcel Duhamel dans les premiers temps de la série noire, puisque en fait elles ont eu un rôle très très important dans la constitution de la collection et dans la constitution des textes. Et on a tendance à l'oublier, et je vais vous parler notamment des traductrices qui ont eu un rôle assez essentiel. Habituellement, quand on pense au roman noir, on l'associe immédiatement à un univers masculin, donc fait de whisky, cigarettes et petites pépées, comme dit la chanson, donc une chanson qui a été interprétée, vous le savez peut-être, par Eddie Constantine, qui incarna pendant longtemps Lemmy Caution, donc le fameux agent du FBI, séducteur et violent, dans une série cinématographique adaptée des romans de Peter Cheney. Donc c'est un univers comme ça, très hard-boiled, avec des détectives durs à cuire, un argot des bas-fonds, des décors urbains d'après-guerre, des criminels, des escrocs en tout genre, une critique sociale acerbe et un grand pessimisme moral. Et la seule place qui est habituellement laissée aux femmes dans cet univers, c'est la femme fatale, évidemment, qui vient déstabiliser l'enquêteur chevronné et par qui le malheur arrive, en fait. Voilà, on associe habituellement la femme du roman noir à ce stéréotype. Mais alors, la question se pose, où sont les autrices, où sont les personnages féminins de premier plan, mais aussi où sont les éditrices, les traductrices, les maquettistes, qui ont largement participé à l'essor et au succès du roman noir. Où sont les femmes du roman noir et pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais finalement ? Aujourd'hui, les femmes sont omniprésentes dans la production française du polar contemporain, mais ces femmes qui ont fait le roman noir étaient présentes dès les origines, et c'est ce que je vais montrer en fait dans cette communication. On va essayer de les sortir de leur invisibilisation, essayer de comprendre comment elles se sont intégrées dès le début, et assez subrepticement, au sein d'une ligne éditoriale qui était crue, qui était brutale, et qui était voulue comme telle par Marcel Duhamel. Donc je vais commencer par dresser un rapide panorama, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit rapide, un rapide panorama de la place écrasante des femmes dans la production contemporaine de polar en France, pour ensuite revenir en arrière et montrer comment en fait ces femmes étaient présentes dès les origines. Elles ont collaboré de façon assez importante au succès de la série noire des premiers temps. Et enfin, je vais explorer un peu le catalogue, plus précisément le catalogue des romans publiés par Marcel Duhamel pour y débusquer les autrices. Alors comme le disait Sylvika, les autrices qui écrivent en leur nom propre, mais aussi les autrices qui écrivent sous pseudonyme, et il y en a un certain nombre, dont une que j'ai découverte avant-hier, pour ne rien vous cacher, qui s'appelle Danny Spade, et qui est évidemment un pseudonyme. Donc peut-être vous pouvez voir l'origine, hein. C'est-à-dire que le nom de Spade est fait évidemment référence au personnage de Dashiell Hammett, et donc j'aurais dû me douter que c'était un pseudonyme, mais je ne l'avais pas vu. Donc, voilà. Alors, pour commencer, je vais faire un tout petit panorama des femmes qui sont aux commandes aujourd'hui du polar contemporain, et il y en a un certain nombre, puisque, si on regarde de près, le polar contemporain en France est piloté presque exclusivement par des femmes, des autrices, des éditrices et aussi des journalistes critiques, qui sont très souvent des femmes. Du côté des autrices, cette place prépondérante des femmes arrive dans les années 90, essentiellement. On a de nombreux témoignages d'éditeurs et éditrices de polar de l'époque, notamment Viviane Ami, qui a publié Fred Vargas et Maud Tabachnik, et on a aussi un témoignage de Patrick Rénal qui explique comment, à partir des années 90, il a essayé d'intégrer beaucoup plus de femmes à l'intérieur de la série noire. Donc c'est un souci qui s'est vraiment posé pour les éditeurs et les éditrices à partir des années 90. Et aujourd'hui, les autrices sont vraiment partout dans le polar contemporain, évidemment. On pense évidemment à Fred Vargas, qui est la grande figure du polar français, y compris à l'étranger. C'est vraiment la vitrine française du roman noir. Roman noir, on peut discuter des appellations, mais en tout cas du polar français. Et on constate aussi qu'il y a des genres littéraires qui se développent et qui sont assez spécifiquement rattachés à des autrices. Je pense par exemple au Domestique noir, que vous connaissez peut-être, qui relève plus du thriller psychologique peut-être que le roman noir, et qui met l'accent sur les violences conjugales, les violences faites aux femmes,
mais qui met aussi en scène souvent des femmes assez perverses, assez violentes et assez sadiques. Je pense par exemple à des romans comme La fille du train de Paula Hawkins, que peut-être vous avez lu. Et Paula Hawkins qui a vraiment écrit là un best-seller et qui est devenue par là même une nouvelle reine du polar britannique, enfin voilà, que vous connaissez. Donc les femmes autrices, comme Fred Vargas ou Paula Hawkins, sont de plus en plus présentes sur la scène polar, et elles sont de plus en plus reconnues, légitimées par des instances qui les légitiment, comme les prix ou comme les festivals. La dernière en date, c'est Sandrine Cohen. Vous avez peut-être lu son roman Rosine, qui a gagné le Grand Prix de littérature policière en 2021. Donc c'est un roman qui a été publié aux éditions du Caïman, qui est une petite maison d'édition. Et ce phénomène n'est pas isolé, puisque en fait, le Grand Prix de littérature policière, qui est un prix vraiment assez important, a primé entre 2010 et 2021, 6 femmes en 11 ans, donc ce qui est quand même plus de la moitié, alors que pendant les 60 années précédentes de son existence, il a publié 6 femmes en tout pendant 60 ans. Donc c'est vous dire à quel point il y a vraiment une expansion de la production féminine de polar et à quel point on reconnaît de plus en plus le talent de ces autrices. Alors ça, c'est du côté des instances de légitimation, des prix littéraires. Du côté des festivals, on a quelques exemples de festivals très importants organisés par des femmes, et le plus important d'entre tous, qui est du polar, que vous connaissez à Lyon, qui est organisé par Hélène Fischbach, et Hélène Fischbach qui s'est entourée en plus d'un staff intégralement féminin. Donc on a là aussi une prise de pouvoir de la part des femmes qui s'imposent dans le champ du polar, et elles ont bien raison. Voilà. C'est aussi le cas du côté des éditrices, c'est très flagrant, puisque si on regarde les collections de polar dans les grandes maisons, ou même les maisons d'édition spécifiquement rattachées, qui ne font que du polar, il y a quasiment que des femmes. Alors évidemment, on pense à Stéphanie Delestrée, qui récemment a pris la tête de la série noire, c'est la première femme éditrice de la série noire, depuis la création de la série noire. Et elle est appuyée en plus par Marie-Caroline Aubert, qui est spécialiste du domaine étranger. Évidemment, l'une des précurseuses de cette tendance des éditrices de polar, c'est Viviane Ami, que j'ai déjà citée. Il faut aussi citer Anne-Marie Métellier, qui a eu un rôle très, très important pour le polar étranger, notamment le polar italophone et lussophone, puisqu'elle a publié de nombreux auteurs italien et portugais. Et je pourrais vous en citer beaucoup d'autres. Alors au masque, on a Carla Briner et Violaine Chivot, on a Jeanne Guyon chez Rivage, on a Gwenaëlle Denoyer et Bénédicte Lombardo au Cadre Noir, Nathalie Benat au Fleuve Noir. Voilà, elles sont extrêmement... Nadège Agulot, que j'ai... Alors, Catherine me dit que non. Non, Nathalie est partie. Ah, elle est partie. Bon. C'est une collection de poches noires. D'accord. Bon, en tout cas, Nathalie Benat qui a été pendant un certain temps au Fleuve Noir. Nadège Agulot qui a créé sa maison d'édition pour spécialiser en Europe de l'Est, en polar de l'Est, etc. Donc on assiste vraiment à une féminisation massive de la profession d'éditrice de polar, peut-être aussi une féminisation du lectorat, mais ça il faudrait faire des recherches un peu plus poussées là-dessus. L'une des hypothèses qui explique que les femmes sont très présentes dans l'édition de polar, c'est qu'il est plus facile pour une femme, il serait plus facile, c'est une hypothèse, pour une femme de se faire une place dans le milieu d'édition au sein des littératures de genre, parce que ce sont des littératures encore considérées un peu moins légitimes, et donc ce serait éventuellement plus facile de se faire une place en tant que femme au sein de ces maisons d'édition, contrairement à la littérature générale qui est encore globalement trustée par des hommes. Du côté de la presse littéraire, de la presse culturelle, il y a de plus en plus d'articles qui paraissent sur le polar féministe, et si on regarde de près, ces articles sont quand même tous écrits par des journalistes critiques femmes. Alors elles ont toujours été présentes, mais là ça devient assez massif. Je pense à Élise Lépine, par exemple, qui a écrit sur le polar féministe dans la presse professionnelle pour Livre Hebdo, ou Pauline Le Gall, qui a aussi écrit là-dessus pour Les Inrocks. Il faut citer à ce titre le rôle
fondamentale de Christine Ferniaud, évidemment, chez Télérama, qui est l'une des grandes prêtresses du polar, l'une des grandes critiques littéraires de polar. Donc j'ai dressé ce petit panorama un peu sur toutes les professions qui s'intéressent au polar, pour montrer que les femmes aujourd'hui sont très présentes, très visibles, relativement reconnues dans le milieu du polar, mais que ça n'a pas toujours été le cas. En réalité, elles étaient déjà présentes, mais elles étaient peu visibles et peu reconnues. On se pose donc la question, où sont les femmes de la première série noire? Donc ce sont souvent des travailleuses invisibles, des petites mains, ou alors des autrices qui écrivent sous pseudo, ce qui explique leur invisibilisation. Et aujourd'hui, je voudrais mettre à l'honneur ces femmes-là et mettre un coup de projecteur sur ces femmes de l'ombre qui ont en fait été structurantes pour la création de la série noire. Elles sont en fait nombreuses à avoir œuvré pour le succès de la série noire. J'oubliais dans ma liste les traductrices, mais aussi les lectrices. On a tendance à l'oublier aussi, mais le lectorat féminin de la série noire était très important. Il faudrait là aussi creuser davantage sur cette question. Voilà, donc au début de la série noire, donc Gilles Deleuze écrira à propos du début de la série noire que, je cite, « La collection doit tout à son directeur ». Alors évidemment, je ne suis pas d'accord. Non, la collection ne doit pas tout à son directeur, donc Marcel Duhamel, que vous connaissez. Il doit aussi beaucoup aux petites mains et aux collaboratrices qui ont été extrêmement présentes. Vous le savez, donc vous connaissez sans doute l'histoire de la série noire, donc je vais peut-être passer un peu rapidement là-dessus. Marcel Duhamel vient d'une famille modeste. Il a travaillé dans l'hôtellerie, il a été traducteur de films états-uniens. Ce qui fait d'ailleurs, qui explique son bilinguisme, ce qui fait qu'il pouvait lire l'anglais. Et à partir de 1945, il crée la série noire sous le patronage de Gaston Gallimard, en commençant par traduire les aventures de Lemmy Caution, dont j'ai déjà parlé, l'agent du FBI, inventé par le Britannique, et non pas l'Américain, vous le savez, Peter Cheney. Voilà. Donc au début, Marcel Duhamel traduit ses propres romans, voilà, c'est un peu artisanal. La série noire commence avec une dizaine de titres, donc des titres de Peter Cheney, de James Hadley Chase, lui aussi britannique, de Raymond Chandler et Don Tracy. La volonté de Marcel Duhamel, c'est vraiment à ce moment-là, en 1945, de rompre avec le roman policier à énigmes dans la veine britannique, donc vous le savez, avec le mystère à résoudre, qui était quand même ce qu'on lisait principalement en France en termes de romans policiers. Donc au tout début, en 1945, Marcel Duhamel n'édite que des hommes, évidemment, mais les femmes ne sont pas absentes du début du premier catalogue. Elles sont notamment présentes, alors si vous le notez, dans les titres des romans. Alors c'est assez frappant. Elles y occupent évidemment des places stéréotypées, alors qu'il s'agisse de la femme fatale, par qui le malheur arrive, ou bien de la femme en détresse à sauver. Pour preuve, donc je vous cite les quelques titres que j'ai relevés. La môme vert de gris et les femmes sans balance, de Peter Cheney. Pas d'orchidée pour Miss Blandish, ou Miss Galagam a des ennuis. Et 12 Chinois et une femme, de James Hadley Chase. Et chez Chandler, on a Adieu ma jolie et la dame du lac. Donc les dames sont présentes, les femmes sont présentes, mais voilà, ce sont des figures un peu presque des arguments de vente. On en est presque là. En fait, la plupart des romans sont plus subtils que ce que laisse entendre le titre, mais néanmoins, voilà, on construit une image de femme. Elles sont aussi présentes, donc pas uniquement dans les titres, mais comme je vous le disais, au sein de la production, puisque les collaboratrices de la série noire des débuts sont très présentes. On sait par exemple que le titre de la collection, la série noire, vient de Jacques Prévert. On ignore souvent, en revanche, que la maquette de la série noire, la fameuse maquette noire et jaune de la couverture, qui est si célèbre, a été en fait dessinée par une femme. Il s'agit de Germaine Gibard, qui fut la femme de Marcel Duhamel ensuite, mais bon, à l'origine, c'est elle qui a dessiné cette maquette. Et donc aujourd'hui, si l'emblématique série noire reste célèbre, c'est grâce au travail d'une femme. Voilà, c'est important de le souligner.
Par ailleurs, Duhamel s'entoure de nombreuses collaboratrices qui ont été fondatrices pour la collection. Donc c'est le cas par exemple de Minnie Danzas, que vous connaissez probablement, qui fut une des très proches collaboratrices de Duhamel pendant au moins les 10 premières années, si je ne me trompe pas. Je crois qu'elle est partie au début des années 60, peut-être en 1960, elle est partie écrire pour France Soir. Dans les années 60, la garde rapprochée de Marcel Duhamel compte plusieurs femmes. Janie Chauveau, qui aide à la mise en forme des traductions, Odile Laguet, chargée de dactylographie, et surtout, celle que vous connaissez sans doute le plus, qui est Janine Hérisson, qui est engagée en 1949 comme secrétaire particulière de Duhamel, mais qui va devenir en fait l'une des traductrices les plus prolifiques de la série noire. Ce qui m'amène effectivement au rôle des traductrices, parce qu'elles jouent un rôle très important, et alors là, on est vraiment un peu dans la recherche expérimentale, mais je vais essayer de vous donner quelques chiffres et quelques notions, enfin quelques éléments d'explication. Au début de la série noire, entre 45 et 48, Marcel Duhamel publie environ 2 romans par an, donc il traduit lui-même ses textes, il a le temps en fait de traduire lui-même ses textes. Mais à partir de 1949, Gallimard et Hachette s'associent pour promouvoir cette jeune collection et essayer d'en faire vraiment une grosse machine, en fait. Et donc, ils veulent tirer à peu près 2 titres par mois, donc ce qui est énorme par rapport à la production précédente, évidemment. Ce qui explique que Marcel Duhamel a dû s'entourer d'un pool de traducteurs, enfin d'un vivier de traducteurs, disons, et de traductrices, très très important. Donc si vous regardez les traducteurs et traductrices de la série noire, en fait, ils sont extrêmement nombreux et nombreuses. Et si l'on regarde un peu plus près, ce qu'on a fait avec un collègue, Adrien Freinet, qui travaille sur les traductions de la série noire, les traductrices sont responsables de la moitié, un peu moins de la moitié, quasiment la moitié des traductions des romans entre 1945 et 1977. Pour vous donner les chiffres précis, les femmes, les traductrices, sont responsables de la traduction de 643 romans sur 1454. Donc ce qui est assez important. Alors, les traductrices les plus récurrentes, là c'est pareil, on a fait une liste, on a vraiment listé les principales traductrices. Nous avons France-Marie Watkins, qui a traduit 102 romans, Janine Hérisson, qui arrive juste derrière, qui en a traduit 87. Alors parfois, elle traduit avec son mari, Henri Robillot, que vous connaissez peut-être. Madeleine Charvet, qui en a traduit 50. Gilberte Solacaro, 42. Et Jeanne Fillon, 40. Donc voilà, c'est juste pour vous donner les 5 plus importantes traductrices. Et l'hypothèse que je voudrais formuler ici, c'est que, donc, comme vous le savez sans doute, au début de la série noire, Marcel Duhamel reçoit donc les textes états-uniens des agents, ou alors il va les trouver lui-même, etc. Et il prend ces textes et il les retravaille pour qu'ils rentrent dans le calibrage et dans le ton qu'il attend pour la série noire. Et donc c'est ce qu'on appelait donc les coupes, le caviardage évidemment. Les textes sont retravaillés, sont adaptés dans une langue spécifique que vous connaissez, et qui fait qu'aujourd'hui on a tendance à dire que les traductions de la première série noire en fait sont désuètes, ou en tout cas devenues illisibles parce qu'elles sont représentatives d'une langue qui est la langue des années 50, des années 60, mais qui n'est plus en cours aujourd'hui. Et donc, le travail de traduction est un travail fondateur dans la série noire des premiers temps, puisqu'il s'agit de reprendre les textes, de les retravailler, et d'en sortir quelque chose qui est finalement assez loin des textes originaux. C'est notamment ce qu'ont montré Lucia Quacquarelli et Adrien Freinet dans un récent article qui s'intitule « La série noire à l'épreuve des archives », où ils étudient justement toutes ces coupes qui ont été faites, tous ces caviardages, toutes ces réécritures. Et en fait, ils démontrent dans leur article que la part des traducteurs et des traductrices participe de ce qu'ils appellent une noctorialité collective.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la notion d'auteur, en fait, ou d'autrice, se dilue dans le cadre de la série noire, puisque c'est un travail collectif entre les traducteurs, les traductrices, les auteurs, la volonté de Marcel Duhamel qui donne un ton à la maison d'édition, etc. Alors dès lors, est-ce qu'on ne pourrait pas affirmer que la moitié des romans de la première série noire ont en partie été écrits par des femmes ? Voilà. C'est la question que je pose. Même si leur nom n'apparaît pas sur la couverture, évidemment, mais en fait, elles participent à la production de ces textes, qui sinon n'existeraient pas en tant que tels. Voilà, donc c'est une hypothèse, il faudrait chercher un petit peu davantage, mais j'aime bien cette idée. Alors, enfin, donc après ce rôle prépondérant joué par les traductrices dans l'élaboration des textes de la série noire à ses débuts, je voudrais parler aussi de l'influence des lectrices. Alors ça, malheureusement, j'ai des données un peu moins chiffrées parce que les études de réception sont assez difficiles à faire. Alors, même quand il s'agit de la période contemporaine, c'est assez difficile, mais alors quand il s'agit d'une période historique plus ancienne, ça devient vraiment compliqué d'arriver à chiffrer qui lisait la série noire. Est-ce que c'était les femmes ? Est-ce que c'était les hommes ? Est-ce que c'était des jeunes gens ? Est-ce que c'était des bourgeois ? Est-ce que c'était des prolétaires ? Bon, c'est pas évident de savoir. La seule chose qu'on peut savoir, à laquelle on a accès, c'est comment Marcel Duhamel envisageait son public idéal, ou en tout cas ses lecteurs. Parce que souvent, clairement, il envisage des lecteurs. Il le dit souvent dans ses lettres, quand on regarde dans les archives de Marcel Duhamel, qui sont en partie ici à la Bilipo, et auxquels on peut avoir accès. Il envisage un lectorat de médecins ou alors, je n'ai plus exactement en tête les professions, enfin, il a vraiment des catégories professionnelles assez spécifiques, donc des catégories CSP+, plutôt, voilà. Des hommes, essentiellement. Donc, il crée la série noire pour un lectorat masculin plutôt aisé. Et à partir de 1949, il crée une autre collection qui s'appelle la série Blême, que vous connaissez peut-être, qui est une collection sœur de la série noire. Hein. C'est vraiment une collection assez proche, mais qui ne s'adresse pas au même public. Là où la série noire a un ton, je cite les archives du Hamel, hein, argotique, humoristique et violent qui s'adresse aux hommes, la série Blême, en revanche, est destinée aux femmes pour, et je cite à nouveau, l'intensité du récit, le mystère, l'angoisse ou la peur. Donc la série Blême, en fait, est une série plus proche du thriller psychologique, des récits d'angoisse, etc. Duhamel, ainsi, essaie de segmenter son lectorat. Hein, vous comprenez bien qu'il essaie de se placer sur tous les plans. Il a même essayé de monter une série rouge, qui, pour le coup, n'a jamais abouti, qui était une série un peu aventure, pour un lectorat pas extrêmement bien défini, mais voilà. Il essaie de segmenter un peu son lectorat. Mais ce qu'il ne prend pas en compte, et que sans doute il faudrait prendre davantage en compte, c'est que les lectrices de la série noire sont nombreuses, en fait. Il pense que les femmes ne lisent pas la série noire, mais je pense que c'est faux. Bon, ça reste à prouver, hein, faudrait voir. Ici, les lectrices de la série noire sont sans doute nombreuses, et elles l'étaient déjà sans doute à l'époque. Je vois pas pourquoi ça aurait changé. Hein, voilà. On a quelques éléments qui peuvent nous induire... nous induire dans cette idée que les lectrices de la série noire sont nombreuses, y compris dans les années 50. Notamment, il y a un podcast de France Culture qui est accessible sur le site de la Bilipo, où on entend, en fait, en plateau, c'est un plateau monté autour de la série noire, sur un débat, la série noire est-elle immorale ? Bon. Une question pas très intéressante, mais néanmoins, on a en plateau Marcel Duhamel qui vient défendre sa collection. On a Pierre Nord, que peut-être vous connaissez, qui est un auteur qui vient dire oui, c'est tout à fait immoral. Voilà. Bon. Et on a deux femmes sur le plateau qui représentent en fait les lectrices de la série noire. En fait, le lectorat est représenté par deux femmes, ce que je trouve assez étonnant pour l'époque et assez novateur, dont Simone Signoret, qui est une grande lectrice de la série noire et qui intervient pour dire à quel point tout son amour de la série noire. C'est un podcast qui est assez beau et puis j'aime bien parce que Simone Signoret, elle s'en laisse pas compter, quoi. Hein. Elle intervient, elle interrompt tout le monde.
Voilà, c'est très, très agréable, très rafraîchissant. Donc on a d'une part Simone Signoret, et d'autre part Jeanne Vita Monrobert, qui est présentée comme Jeanne Monrobert. Alors je me dis, mais qui est cette femme? Voilà, petite fille de Séverine, effectivement, et traductrice de la série noire, en fait. Grande lectrice et traductrice de la série noire, et accessoirement script de Renoir et de Marcel Carnet, enfin, une grande figure. La figure de Jeanne Vita Monrobert est en fait assez emblématique, parce qu'elle montre à quel point les femmes ont été invisibilisées dans tout ce processus de la production de la série noire, alors que c'est une grande lectrice de la série noire, c'est l'une des plus importantes traductrices de la série, et c'est une femme de cinéma. Là encore, c'est un élément déterminant, parce que Marcel Duhamel associait vraiment l'écriture de la série noire à une écriture cinématographique, si je puis dire. C'était pour lui très important, et donc d'avoir dans son équipe une femme de cinéma, c'était quelque chose de non négligeable et d'assez signifiant. Et d'ailleurs, on va voir que de nombreuses autrices qui ont été publiées dans la série noire sont aussi des femmes de cinéma. Et ça, je pense que pour Marcel Duhamel, c'était quelque chose de très important et de décisif. J'y viens tout de suite, d'ailleurs. Donc pour vous parler, voilà, pour en arriver peut-être à ce qui me tient le plus à cœur, mais ce sur quoi j'ai le plus travaillé, ce sont effectivement les autrices qui ont été publiées dans la première série noire. Alors comme je vous le disais, elles sont assez peu nombreuses. On en compte 41 sur 1722, sur la période, simplement la période Marcel Duhamel, entre 45 et 77. Mais elles sont assez peu nombreuses, mais elles sont quand même... c'est un nombre assez significatif qui permet de se demander quelle a été la place réservée à ces autrices dans une collection qui, par ailleurs, valorise un style hard-boiled destiné à un public masculin. Je ne sais pas si vous voyez le paradoxe, mais en fait, on se demande pourquoi Marcel Duhamel est-il allé chercher des femmes autrices pour un public d'hommes, éventuellement écrit par des hommes, enfin, voilà. Non pas qu'elles n'aient pas eu le talent nécessaire, c'est pas la question, elles ont énormément de talent, mais en quoi ces femmes-là correspondaient-elles à la ligne éditoriale assez viriliste, en fait, de la série noire, c'est un peu mystérieux. Alors, j'ai quelques pistes d'explication. La première explication, c'est que un grand nombre de ces femmes autrices publiées dans la première série noire sont en fait des rescapés de la série Blême. Alors, la série Blême, donc je vais juste faire un petit historique de la série Blême, et je m'appuie là sur des recherches qui ont été faites par Franck Lomo, que certains et certaines connaissent peut-être, qui a beaucoup travaillé sur le fond Marcel Duhamel et sur la série Blême. La série Blême a été créée, en fait, très pragmatiquement parce que en 1949, donc au moment où Gallimard et Hachette disent à Marcel Duhamel, là par contre il va falloir produire beaucoup plus de romans, c'est-à-dire 2 titres par mois et non pas la production précédente. Du coup, Marcel Duhamel a fait appel à des agents littéraires américains en leur disant « mais envoyez-moi tout ce que vous avez, voilà, envoyez-moi tous les titres que vous pouvez. » Et donc, comme les agents littéraires n'arrivaient pas très bien à cerner la ligne éditoriale, ils ne comprenaient pas très bien ce que c'était que cette série noire, du coup, ils ont envoyé à Marcel Duhamel un peu tout ce qu'ils avaient, et notamment des suspense stories, donc, qui étaient des histoires angoissantes, des histoires de suspense, ce qu'on appelle aujourd'hui des thrillers, en fait. Et donc Marcel Duhamel reçoit cette production et il se dit « bon, je peux pas intégrer ça à la série noire, c'est pas possible, par contre je peux créer une série annexe, connexe, une série sœur qui s'appellerait la série... » Alors au début il l'appelle la série verte, voilà. Et puis au dernier moment, je crois vraiment au dernier moment, il change le titre et il choisit le titre de série Blême. Il veut que cette collection, donc la série verte, soit une série plus psychologique. Son ambition, en fait, à ce moment-là, c'est donc de s'adresser à une clientèle, il le dit en autant de mots, à une clientèle féminine, et de façon à voler une partie du lectorat du Masque, qui est à l'époque une collection concurrente,
sans doute plus lu par les femmes dans l'idée de Duhamel. Là encore, il faudrait chercher un peu là-dessus, mais bon, ça serait un peu compliqué. Les romans de la série Blême, je cite, « pourront être mis entre toutes les mains », ce que dit Marcel Duhamel, et en particulier entre les mains de celles que, je cite encore, « l'argot et la brutalité rebutent ». Voilà, les femmes, donc. Donc, ce que je viens de vous citer, ça vient des archives Duhamel, et Marcel Duhamel met ça vraiment dans ses arguments de vente qu'il envoie aux libraires, en leur disant voilà, essayez d'inciter votre clientèle féminine à acheter la série Blême, et il accompagne ses arguments de vente d'une petite affichette qui dit ceci, « Vous l'emporterez avec vous, mesdames, quoi donc, la série Blême ?» Donc voilà, c'est tout à fait assumé, et il va même jusqu'à contacter, et ça j'aime beaucoup cette stratégie de vente, des coiffeurs et des instituts de beauté, pour faire la promotion de la série Blême auprès des femmes immédiatement. Mais, donc, pour terminer sur la série Blême, donc il essaye de lancer cette collection, mais les moyens financiers ne suivent pas, et la série Blême est arrêtée très rapidement au numéro 22, en 1951. Et c'est à ce moment-là que Marcel Duhamel, qui avait quand même acheté les droits de traduction, qui avait fait traduire certains romans, se dit, bon, et là je cite, la nécessité de faire passer les volumes prévus pour la verte dans la série noire. Hein, parce que bon, il faudrait quand même recycler ces textes qui ont été payés, etc. Et donc, de nombreuses femmes parues dans la série noire entre 64 et 67 sont en fait des rescapés du naufrage de la série Blême, si je puis dire. Et souvent, en fait, elles sont accompagnées d'un bandeau suspense. Donc un peu pour signifier, attention, ce n'est pas de la série noire traditionnelle, pour essayer de ne pas décevoir les lecteurs, les lectrices et les fidèles de la série noire qui seraient confrontés à un texte voilà, un peu différent. C'est le cas, par exemple, donc je vous cite quelques noms hein, quand même, parce qu'il faut les citer. C'est le cas, par exemple, de Helen Reilly, qui a écrit La main de velours. C'est le cas de Margaret Millar, qui a écrit Au violeur. Dolores Hitchens, qui a écrit Erreur d'aiguillage en 66. C'est intéressant parce que c'est un des romans où Dolores Hitchens écrit seule et non pas avec son compagnon, Bert Hitchens. Son mari, d'ailleurs. Shannon Dale, qui a écrit Meurtre en souffrance, ou Dana Lyon dans Le Chalet rouge. Tous ces textes-là sont en fait des rescapés de la série Blême, publiés dans la série noire. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, je vous le disais, Duhamel accompagne le texte d'un bandeau suspense, puisque ce qui dénote en particulier dans ces romans-là, ce sont les personnages, qui sont des personnages avant tout féminins, qui sont vraiment mis en avant, et des personnages beaucoup plus complexes que ce qu'on trouve habituellement dans la série noire. Ça, c'est très intéressant, il faudrait vraiment mener une étude là-dessus, parce que c'est fascinant, et notamment ce sont des romans où Marcel Duhamel n'a pas coupé tous les passages psychologiques, comme il le fait habituellement, et donc on a la complexité des personnages qui sont beaucoup plus approfondis. Donc ça, c'est une première catégorie. Il y a certaines autrices de la première série noire qui sont des rescapées de la série Blême. On a aussi des femmes, des romans qui ont été écrits par des femmes nativement choisies pour la série noire. Alors, qui sont-elles ? Ce sont généralement des romans qui, en tout cas, correspondent au ton hard-boiled voulu par Marcel Duhamel. C'est intéressant parce que quand vous lisez, par exemple, ce qu'en dit Claude Mesplède dans Les années série noire, en fait, quand il commente ces textes-là, il dit toujours... alors oui, c'est écrit par une femme, enfin je caricature son propos, hein, mais oui, c'est écrit par une femme, mais c'est pas du tout un roman féminin, ça n'a pas du tout un ton féminin, c'est tout à fait dur à cuire, c'est tout à fait hard-boiled, voilà, il justifie le propos comme ça. C'est assez drôle. Et donc ces femmes dures à cuire, ce sont aussi souvent des femmes qui ont été adoubées par des grands auteurs américains de romans noirs. C'est par exemple le cas de Gertrude Walker ou Elizabeth Sangsay Holding, qui ont publié donc dans la première série noire. Gertrude Walker, elle n'a pas été véritablement adoubée par un grand auteur, mais en tout cas, elle écrit à la James Cain. Et donc elle rentre dans le ton de la série noire, vous voyez. C'est notamment un journaliste du New Yorker qui écrit ça, qui écrit, je cite, «
Elle est le seul auteur féminin à écrire comme James Cain. Alors évidemment, vous pensez bien que Marcel Duhamel, pour lui, c'est une caution suffisante pour dire « Ok, bon, bah, on la publie. » voilà. Claude Mesplède commente d'ailleurs que le roman se situe dans un univers pessimiste et misogyne. Tout va bien, nous sommes bien dans la série noire. Voilà. Elisabeth Sangsay Holding, elle, donc qui a eu un roman publié en 1947 aux États-Unis qui s'appelait The Blank Wall et qui a été publié en 1953 dans la série noire. Elle a écrit plusieurs romans qui ont été publiés dans la série noire. Elle est directement adoubée par Chandler. Chandler dit d'elle, alors j'ai pas la citation exacte, mais que c'est l'une des meilleures autrices pour le suspense et les personnages. Donc là, pareil, probablement que Marcel Duhamel a pris en compte cette caution voilà, importante. L'autre caution qui peut être importante, c'est les autrices qui ont été lauréates de prix, et notamment du prix Edgar Allan Poe, qui est un prix important de romans policiers. Et c'est ce qui explique notamment l'entrée au catalogue d'une autrice comme Maria Fagias, qui est en fait une autrice hongroise. Alors, c'est vraiment un cas un peu étonnant pour la série noire, hein, une femme déjà, et puis en plus hongroise, pas états-unienne. Que fait-elle là? Alors elle a été voilà, primée du prix Edgar Allan Poe pour son roman The Fifth Woman, donc alors le titre français, ça j'imagine la 5e femme, je n'ai pas noté, mais je pense que c'est ça. Enfin, dernier élément de légitimation qui explique pourquoi Duhamel a fait confiance à ses autrices, ce sont les adaptations télévisées. Alors, ce sont des femmes qui ont écrit des romans aux États-Unis, qui ont été adaptés pour la télévision états-unienne, et ensuite il s'est dit, bah donc ça fait un carton, très bien, publions-le dans la série noire. C'est le cas par exemple de Dolores Hitchens, là encore, pour L'intérêt des familles, en 1960, qui a été adapté sur NBC en 1960, puis publié dans la série noire. C'est le cas aussi de Mildred Davis, qui a écrit La Chambre du Haut, qui est paru en 65, en 65 dans la série noire, bien avant aux États-Unis, et qui avait été adapté, là encore, à la télévision états-unienne. Ou Hilda Lawrence pour son roman Composition for Four Hands, qui a été là aussi adapté à la télévision. Oui, j'ai encore un petit peu de temps. Donc, nous avons d'une part les rescapés de la série Blême, d'autre part les autrices états-uniennes adoubées, ou en tout cas légitimées, d'une manière ou d'une autre. Et enfin, nous avons les autrices sous pseudonyme. Alors là, pourquoi est-ce qu'elles ont été publiées dans la série noire? Parce qu'on ne savait pas que c'était des femmes. Voilà, c'est le dernier cas. C'est le cas donc de Danny Spade, dont je vous disais que justement j'ai découvert récemment qu'il s'agissait du pseudonyme de Betty Williams, pour son roman À la casserole, paru en 1952 dans la série noire. Le pseudonyme rappelle évidemment Sam Spade, hein, le héros de Dashiell Hammett. Betty Williams écrivait aussi sous le pseudonyme de Dale Humber, voilà. Et, non, je vous disais ça pour une raison, c'est que Dale Humber, en fait, quand on lit pareil, de la même façon Claude Mesplède, en fait, il dit, dans son commentaire du roman À la casserole, qu'il s'agit d'un roman de Danny Spade, qui est en fait un pseudonyme pour Dale Humber. Mais en fait, vous voyez, il n'a pas compris que tout ça c'était deux pseudonymes de Betty Williams. Ça, c'est la première. On a aussi Marty Holland, qui est un pseudonyme de Mary Holland. Marty étant un nom masculin, bien sûr. Marty Holland, elle était scénariste à Hollywood, donc c'est une femme de cinéma. Et son roman, Fallen Angel, publié en 1945 aux États-Unis, a été adapté par Otto Preminger la première année. Donc là, encore, la légitimation par l'adaptation cinématographique fait son œuvre. Le livre est publié, donc Fallen Angel, est publié par Marcel Duhamel sous le titre Le Resquilleur, en 1955. Et en 1957, il publie un autre roman de Marty Holland qui s'intitule Entangled et qui est traduit par Pas blanc, voilà, en 1957. Donc Danny Spade est l'une de ses autrices, Marty Holland, Craig Rice aussi, pseudonyme de Georgiana Ann Randolph Walker Rice, qui a publié, et pourtant elle tourne en 1959 dans la série noire. Et enfin, dernier exemple que j'aimerais prendre, alors il ne s'agit pas vraiment d'une écriture sous pseudonyme, mais en fait c'est le cas de Janine Oriano,
que vous connaissez peut-être, puisque de son vrai nom, Jeanine Boissard, qui est la première et la seule française publiée à la série noire sous Marcel Duhamel. Comment s'explique l'entrée de Jeanine Oriano à la série noire ? L'histoire raconte que, en fait, elle avait signé son manuscrit J. Oriano, et qu'en fait, l'équipe de la série noire découvrit qu'elle était une femme au moment où elle est venue signer son contrat dans les locaux de Marcel Duhamel. Voilà, et elle a publié ensuite 3 romans à la série noire, donc ce qui montre que Marcel Duhamel avait quand même bien aimé son texte et qu'il avait une grande confiance en elle. Elle a publié donc 3 romans dans la série noire, et puis finalement elle a quitté la collection pour se diriger vers des récits plus personnels, puisqu'elle a publié une série qui s'intitule L'esprit de famille chez Fayard, où elle revient plutôt sur son parcours personnel. Voilà, alors, quelle heure il est ? Oui, je vais conclure. J'espère vous avoir démontré que les femmes ont eu donc une importance cruciale dans l'essor du roman noir en France, et notamment dans la célèbre série noire, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 70. Ces femmes sont des autrices, évidemment, mais ce sont aussi des collaboratrices, des traductrices de la série noire, et elles ont participé de façon prépondérante à la production d'un genre noir spécifique. Il faudrait donc, comme je vous le disais, désormais s'attacher davantage à des recherches sur le lectorat de la série noire à cette période. Les femmes n'en sont certainement pas absentes, et il faudrait aussi étudier davantage quelque chose que je n'ai pas fait, mais le rôle des personnages féminins dans les romans de la série noire, pour voir, alors moi c'est ça qui m'intéresserait beaucoup, pour voir si finalement Duhamel coupe les personnages féminins intéressants, ou coupe les parties où les personnages féminins prendraient une plus grande ampleur, et si finalement, le caviardage, les couples, le retravail sur les textes a participé à renforcer le stéréotype de la femme fatale, ou finalement, si ce n'est pas le cas. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions...